Donc aujourd'hui on va voir les résistances et on va voir l'association des résistances en série et en parallèle. Par contre pour ça il faut quand même avoir une toute petite base qui est celle de la loi d'Ohm. Donc là c'est le tableau de la loi d'Ohm où on voit qu'on peut calculer avec trois valeurs, c'est-à-dire quatre valeurs même, la puissance, l'intensité, Est-ce que tu peux la zoomer ou tension pas? et la résistance. On va pouvoir Tu calculer peux agrandir n'importe... l'image ou pas? C'est Ah ça? non je peux pas. Ok, ok, Je non, c'est peux bon, c'est bon. pas du tout. Ok, Je peux essayer. Attends, je vais voir. Ah si, je peux. ok, Comme ça. parfait. Voilà. Merci, parfait. Donc on Merci beaucoup. peut avoir les quatre choses qui correspondent à un circuit en Je vais continu, en tous les galérer. cas, et bien toutes les valeurs. La résistance, la tension, la puissance et l'intensité. Ouais. Dans un circuit en règle générale, la résistance ne va pas varier, et on va faire varier la tension et on va faire varier, et l'intensité va être la relation qu'il y aura entre la tension qui alimente le montage et la résistance. Ça va nous donner l'intensité. Si on augmente la tension, l'intensité augmente dans le même rapport. Si j'ai une résistance de 10 ohms, j'ai une tension de 10 volts, j'ai 1 ampère. Si j'augmente ma tension de 20 volts jusqu'à 20 volts, eh bien mon ampérage va monter par 2, c'est-à-dire que j'aurai donc 2 ampères et ainsi de suite. Et la puissance, elle va monter au carré, puisque la puissance, elle va être, comme on le voit, c'est la tension, la puissance, donc elle est égale au voltage par l'intensité. Si j'augmente le voltage par 2 et que j'augmente l'intensité par 2, ma puissance, elle va augmenter par 4. C'est égal, lui, quoi. C'est Voilà, égal. E Ouais, égale c'est I. bon. Alors, donc, Mhm. là, on voit bien, quand on ouvre le circuit, on voit bien qu'ici, il n'y a aucun courant qui circule. La tension aux bornes de la résistance, elle est de 0 volts, normale. Lorsque je vais fermer mon circuit, la tension aux bornes de ma résistance va être de 5 volts, normal, et on va avoir un courant qui va circuler. Donc on regarde dans cette partie-là de l'écran, on va avoir un courant qui va circuler de 2,5 mA, correspondant à la valeur de mes deux résistances montées en série, et divisé par la tension. Donc deux résistances montées en série, ça s'ajoute, ça nous fait 2 kΩ. 5 volts divisé par 2 kΩ égale 2,5 Ça milliampères. fait une résistance. Elle a un sens ou pas? Il n'y a pas de Non, sens. alors la résistance, elle n'a Ok, aucun sens. Je la tourne dans l'autre ok, sens, donc là elle est dans ce sens-là. Si je la mets dans l'autre sens, donc hop, c'est pas comme une LED, quoi. Une hop, LED, ça a un sens, voilà, mais une une LED ça résistance, va ça n'a avoir pas un de sens. sens, la résistance elle n'a pas de Ok, sens. Et la valeur de la résistance, alors quand on achète une résistance d'un quart de watt ou 2 watts ou un demi-watt, c'est pas parce que la résistance fait un demi-watt qu'elle va consommer un demi-watt. Elle est le marquage, ou disons sa caractéristique, c'est simplement pour dire jusqu'à 1 watt de consommation ou jusqu'à un demi-watt de consommation, la résistance ne chauffera pas ou en tous les cas gardera ses caractéristiques. Au-delà, elle va chauffer évidemment et perdre ses caractéristiques. ouais. C'est pas la puissance qu'elle donne en tout lieu, c'est la puissance qu'elle est capable de distribuer sans D'accepter. cramer, De sans griller. dissiper. De dissiper, quoi. Voilà, Pas de de dissiper. dissiper Ok, sans griller. d'accord. Donc là, on voit bien qu'on a nos deux résistances en série. Et maintenant, quelle est la tension aux bornes de ces deux résistances? Eh bien, au milieu, on va se retrouver avec 2 volts 5. Pourquoi? Parce que la tension qui circule, l'intensité qui circule dans le circuit, elle est de 2,5 mA ici, de 2,5 mA ici, et que de 2,5 multiplié par la valeur de la résistance, ça nous donne la tension aux bornes de la résistance. Donc là, la tension, elle est bien égale au voltage. Le voltage est bien égal à la résistance que multiplie l'intensité. Donc 2 mA multiplié par 1 kΩ égale 2 volts 5. Donc la loi d'Ohm est bien respectée et on voit bien que c'est la vérité puisque c'est bien les valeurs que l'on a trouvées. Alors ça c'est le circuit de base qui est utilisé lorsqu'on va vouloir faire une adaptation de tension entre deux dispositifs. Donc là maintenant on va étudier comment on fait lorsque l'on a et comment on calcule la valeur des résistances lorsque l'on a une tension de 5 volts qui par exemple pourrait être issue d'un système Arduino comme on avait par exemple lors du Fabricarium, et on doit connecter ça à un système qui est sur 3 volts, c'est-à-dire que on devrait avoir normalement aux bornes du couplage des deux résistances, là au point milieu, on devrait avoir 3 volts 3 puisque c'est la valeur maximum que peut intégrer une petite carte, par exemple, comme une carte INSI ou quelque chose comme ça, ou
n'importe quel module breadboard dans lequel il y a un petit composant qui fonctionne en 3 volts. On ne doit pas pouvoir envoyer plus que 3 volts 3 sur ce composant-là. Alors, en règle générale, et ce qui est fait, et c'est vraiment la solution la plus simple, on se dit que la consommation du système doit à peu près, par habitude, on sait qu'un système avec 3 kΩ, ou disons 1 mA en sortie d'un Arduino, on n'aura pas de problème de consommation au niveau de l'Arduino. Les broches étant capables de délivrer au moins 20 ou 30 mA, ça pose pas de problème. Et si on devait délivrer toutes les broches en même temps, en mettant 1 mA, on a une vingtaine de broches, ça nous ferait 20 mA, on ne ferait pas surchauffer l'Arduino. Donc on se dit, avec 1 mA dans le circuit, on ne devrait pas avoir de problème. Donc 1 mA dans un circuit, c'est quelle valeur? Eh bien c'est 5 volts divisé par 1 mA égale 5 kΩ. Donc notre système devrait à peu près avoir une résistance équivalente de 5 kΩ, grosso modo. Et puis ça tombe, c'est plutôt pas mal parce que on doit avoir 3 volts 3 ici. Et en règle générale, les résistances qui ont moins dans la catégorie E12 ou E24, il y a des résistances de 3,3 kΩ. Et on voit que 3,3 kΩ par rapport à nos 3,3 volts, c'est pas mal. Donc, on va ici changer notre valeur par 3,3. D'accord? On s'approche. Par contre, de l'autre côté, évidemment, il faut une tension qui réduise maintenant. Oui. Donc, ce que l'on fait, on se dit 3,3, combien on a de tension à enlever? Ben, on fait 5 moins 3,3, 1,7. 1,7, il n'y a pas de résistance de 1,7, mais il y a des résistances de 1,5 ou 1,8. Et là, en mettant une résistance de 1,8, on voit qu'on a 3,25, ce qui est largement correspondant à ce que l'on a besoin. Je crois que pas, mais 3,235. Donc ça correspond bien, on a une tension qui fait 3,2, elle ne fait pas 3,3, mais ça c'est pas grave, le système d'entrée il est pas sur des valeurs très très strictes. Il va avoir une fourchette d'entrée, et si on lui met 3 volts, il va considérer ça comme un 1, et si on lui met 1 volt 5, il va considérer ça comme un 0. Donc là on est bien. Et donc là on a fait. C'est ce qu'on appelle un pont diviseur de tension? Voilà, c'est ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. C'est ce qu'on devrait toujours mettre, et c'est toujours ces valeurs-là qu'on met, hein, grosso modo, entre deux systèmes. Lorsqu'on a d'un côté une tension plus élevée que ce que l'on doit obtenir à la sortie, eh bien on met un pont diviseur de tension. Juste une remarque, ça fonctionne très bien parce que notre système d'entrée, c'est-à-dire la carte suivante, elle n'est pas consommatrice d'énergie, de tension. C'est-à-dire qu'elle a une résistance d'entrée assez élevée. Si notre système d'entrée était par exemple un potentiomètre qui faisait... C'est quoi s'appelle le système d'entrée là? C'est ta carte qui va être correspondante, soit une petite carte SPI, soit, je sais pas moi, un petit système... Sur laquelle tu dois être alimenté en 3 volts 3 là. Voilà, sur la carte de 3 volts 3, ça peut être une carte INSI, et sur les entrées de la carte INSI, on ne doit pas dépasser 3 volts 3. SP32, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. N'importe quel système qui est alimenté en 3 volts 3 et dont les caractéristiques, on dit la tension d'entrée sur les entrées logiques ou même les entrées analogiques ne doit pas dépasser 3 volts 3. La tension d'alimentation, en règle générale. Eh bien, dans ces cas-là, il faut un diviseur. Christian, tu dis que là, elle ne consomme pas, c'est parce que ton fil il est relié à rien, c'est pour ça. Parce que en règle générale, les entrées d'un dispositif électronique, comme une carte SP32 ou n'importe quoi, la résistance d'entrée est très élevée. C'est-à-dire que c'est un système qui n'a pas de résistance à la masse, donc la tension qui est fournie sur cette borne-là, elle est entièrement destinée au circuit et il n'y a pas de résistance qui consomme. C'est exactement la même chose que ton contrôleur. Quand tu le mets sur le circuit, un contrôleur numérique, il ne consomme pas de tension, de courant. Donc il ne bouge pas, il ne perturbe pas le circuit. Un circuit d'entrée de SP32, par exemple, son impédance d'entrée est très élevée et ne perturbe pas le système. Mais question, oui. Christian, question. Tu disais que c'est valable ça pour des entrées, donc des ports analogiques ou digitaux sur lesquels on peut abaisser la tension, donc on met un diviseur de tension, mais tu parlais d'alimentation de carte tout à l'heure. La carte, elle consomme dans ce cas-là. Bah oui. Mais la carte, elle n'est pas alimentée par ce montage-là. La carte, elle est alimentée.
Ah, elle est oui. alimentée c'est par ça. un Ah oui, autre mais tu nous système. parles d'alimentation. Ah oui, mais tu nous parles d'alimentation de carte tout à l'heure, enfin Oui. Bah oui, de c'est pour ça que j'avais d'alimentation. pas En fait, compris. la tension sur une carte, la tension d'entrée sur les broches ne peut jamais être supérieure, enfin, en règle générale, n'est pas supérieure à la tension d'alimentation du circuit. Donc quand on a un circuit d'alimentation, un circuit qui est alimenté en 5 volts, on peut s'attendre à ce que les broches acceptent 5 volts en entrée. Lorsqu'on D'accord. a un circuit d'alimentation en 3 volts, alimenté en 3 volts, on peut s'attendre à ce que les broches acceptent 3 volts en entrée. Oui, oui, mais par contre, Oui. si on ne peut pas utiliser ce circuit pour alimenter le Ah non, SP32, par exemple. bah non, parce que Voilà. regarde, voilà, le truc il est Parce que là. ça va consommer. Bah voilà, imaginons que le SP32 c'est celui-là, là, en bleu là, et qu'il Ouais. a Ouais. il a une résistance interne de 1 kΩ. Si maintenant je réunis mon ESP32 à mon système sur l'alimentation, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Oui, On ça n'a plus chute. on n'a plus Ouais. qu'un volt 5 à l'entrée de notre système, puisque Bah la ouais, consommation de voilà. notre Ouais, montage ouais, ouais, d'accord. a- Donc c'est on valable vient que pour les ports digitaux, enfin les ports, quoi, les C'est voilà, valable GPIO. pour les entrées, ouais. Voilà, Enfin, si pour on les avait un ports. potentiomètre, on imagine par exemple qu'on mette un potentiomètre à la place de ça, eh ben on voit bien que les valeurs sur le Oui. potentiomètre, elles vont aller de 0 à 1 volt 5, c'est tout. Ouais, ouais. Hein, on ne peut pas s'en servir, ce système-là ne peut pas être dans l'état, en tous les cas, servir pour un système qui consomme beaucoup D'alimentation. d'énergie. Voilà. C'est vraiment uniquement sur les broches d'entrée de notre précédent, de notre montage suivant, que ça va être utile. Et quel que soit le type de signal, que ce soit un signal analogique ou digital, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pareil. D'accord. Si on avait un signal analogique qui montait à 5 volts, eh bien en entrée il faudrait 3 volts 3 volts 3, ben on aurait le même dispositif. D'accord. Alors, après, on choisit les valeurs de résistance fonction aussi de quelle est la source. Si c'est une source qui est qui fournit très peu de courant, eh bien on va augmenter les valeurs des résistances pour éviter de consommer trop sur la source. Si c'est une source qui a une possibilité de fournir beaucoup de courant, eh bien on va pouvoir diminuer un peu les résistances. Ça n'a pas d'importance, c'est dans les caractéristiques du composant que l'on connaît ça. Si la carte Arduino était capable par exemple de fournir 100 mA par broche, eh ben peut-être qu'on pourrait descendre un petit peu la valeur des résistances. Ça nous donnerait ça permettrait d'envoyer le signal sur une plus grande longueur par exemple, de fil, sans perturbation. Mais ça c'est... Les valeurs qui sont là sont les valeurs qui sont à peu près données tout le temps. Alors, on n'a pas 3 volts 3. Par exemple, la valeur que l'on a, elle n'est pas de 3 volts 3, elle est de 6.2. Notre valeur est de 6.2. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas récupéré ce qu'il nous faut, puisque on voulait avoir 3 volts 3 et maintenant on a 3 volts 8. Comment est-ce qu'on va faire pour, alors cette fois-ci en calculant, parce que là c'est quand même le but, comment on fait pour calculer la résistance que l'on doit mettre ici, là, 1,6. Ben, 5 x 8, ça fait 1,2. Non. C'est pas ça? Ce que l'on veut, nous, c'est 3 volts 3. Hein. Oui. Hein, d'accord. Et on a 3,8. Ah oui, 3,8 moins 3,3, ça fait 0,5. Bah, on va descendre la 1,8 à... À On va augmenter la 1,8. Augmenter? Ouais. 2, si on augmente, 0,5 divisé par 3,3. 0,5. Mais comment on fait le calcul? L'intérêt, c'est comment on fait le calcul de ça. Attends, remets ton tableau. Ah, voilà. Je remets mon petit tableau. Mais là, on va utiliser le tableau, mais on va utiliser plutôt un rapport de tension, parce que et c'est pas indiqué Oui, dans le tableau. c'est pas ça, oui. Hein, Non. ça, C'est ça la- va nous permettre de calculer, mais on va utiliser plutôt un rapport de tension. En Tu fait, veux ce qu'il faut, baisser c'est- 0,5 volts. Tu veux Ouais, baisser s'il faut- 0,5 volts Non, ce que je veux, non, c'est pas tout à fait ça. par rapport à tout On à va l'heure. utiliser un rapport de tension. Nous, on veut 3 volts 3. On veut donc qu'il y ait 3 volts 3 plus 1 volt 7, ça va nous faire 5 volts. Donc il y a un rapport entre 1 volt 7 volts qui doit être aux bornes de la résistance de 3,3 là pour l'instant, et sur cette borne-là, sur cette résistance-là, 3 volts 3. Il y a donc un rapport entre les deux. Et on va donc faire tout simplement, puisqu'on veut nous cette résistance-là, si on multiplie cette résistance-là par le rapport qu'il y a entre la tension qui est ici et la tension qui est là, on va avoir gagné. Donc, 3 volts 3. D'accord. Donc est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ça?
Bah vas-y, dis ton... C'est une règle de 3 que tu fais en fait. On fait une règle de 3. On fait Entre 3, 6, 2, voilà, c'est on ça, fait ouais. 1.7 divisé par 3.3, ce sont les tensions, Ouais. ça nous donne un rapport de 0,515. On multiplie 0,515 par 6.2 Ouais. égale 3,19. On met 3,19. Voilà. Ah, il veut pas Gaël a 3,19. posté un truc là par rapport à ça. Hein? Gaël a posté un truc dans le salon Ah, j'ai pas vu. texto. Je vais regarder. Ah, c'est le triangle U égale RI, ok. En fait, Ah, c'est c'est ça. Bah, différent. ça, c'est très bien. De U égale RI, ouais. Très bien. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Donc, voilà notre calcul. Donc, c'est relativement simple. Alors, on aurait pu partir du 5 volts, hein, c'est pareil. On fait 5 divisé par 3, ça nous donne une valeur. Et puis, quand on appliquera ça à notre valeur de résistance, eh bien, on aura la valeur qui nous manque. Donc, est-ce que tu peux juste nous remettre, peut-être dans le salon textuel, ou le redire, le rapport à faire? C'est la Ouais. résistance numéro 1 moins... Non, Si, c'est ça. moins R1 le divisé rapport par de... R2. R1 divisé par R2. D'accord? Ouais. V1, je vais pas. Pas R1, la tension 1, U1, pardon. U1 divisé Ah oui. par U2, d'accord? Ouais. Que je multiplie par R2. U1 divisé par U2 multiplié par R2. U1 divisé par U2, il y a un R2. Donc U1. Non, R1 n'intervient plus, là je comprends pas. R1 n'a Tu vas plus voir, de. je mets les... Bah non, parce que R1 c'est la valeur qu'on cherche. Ah oui, Elle d'accord, peut oui, pas attends, pardon. intervenir. Oui, autant pour moi. Ouais. Et pour les valeurs de R2, t'avais mis quoi là dans ta manip? R2, bah j'ai mis 6,2. Oui, mais c'est arbitraire ça. Pourquoi Bah 6,2? ouais, Il y a rien. Oh bah, parce que je l'ai dans mes tiroirs. Ah oui, parce que tu te dis j'ai un contrôleur qui consomme 6,2, donc tu vas mettre ça. Voilà, je peux mettre ça. Je l'ai dans mes tiroirs, si tu veux, cette valeur-là. C'est une valeur que j'ai trouvée là. Elle est empirique. D'accord, elle est là dans ton circuit et toi tu veux Voilà. choper. Voilà. J'ai trouvé dans mon truc une résistance de 10 kΩ. Combien est-ce que je pourrais mettre? Quelle valeur que je vais mettre sur U1 pour pouvoir avoir cette tension-là? Ça dépend. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la résistance va être élevée, cette résistance R2 là, plus le comment... Hop, je vais marquer R2 dessus tout de suite. Hop. Plus la résistance R2 est élevée, plus le dispositif sera sensible aux parasites. C'est-à-dire que s'il y a une grande distance entre notre premier récepteur, notre Arduino qui est représenté par la batterie là, et notre récepteur qui est représenté par ce petite chose-là, là, et bien plus la différence, plus la distance sera grande, plus les parasites auront des chances de perturber le circuit si la résistance est élevée. Si R2 par exemple était égal à 100 kΩ, eh bien le circuit aurait une impédance très élevée et des perturbations électriques pourraient intervenir dessus et du coup peut-être perturber notre récepteur. On va donc essayer d'avoir une résistance quand même assez faible pour qu'il n'y ait pas ces perturbations-là. Si on avait par contre un montage qui ne devait pas consommer du tout, dans une petite boîte par exemple, toute petite, et puis que ce système devait être vraiment à l'économie d'énergie, et bien là on s'arrangerait pour que les résistances soient le plus élevées possible, jusqu'au maximum de ce que l'on peut, pour que le système, lorsqu'il envoie 5 volts, ne consomme pas. Très peu. C'est comme ça qu'on va définir cette résistance R2 ou R1. Qu'est-ce qu'on est capable de consommer sans que ça nous gêne? Et sans que des perturbations puissent nous prendre notre système en défaut. Tiens, Christian, j'aurai une question après. Vas-y, dis. Oui. Alors, une manière de, en reprenant un petit peu tout ce que tu as expliqué, une manière de raisonner. Alors, tu me dis si le résumé est rapide pour obtenir la résistance qu'on veut. Donc, pour protéger l'Arduino, on estime qu'il ne faut pas plus de 1 milliampère. Voilà. Donc, au total, c'est-à-dire que la somme des deux résistances doit être à 5000 ohms. Par exemple. Ouais. Voilà. Et ensuite, en prenant juste la loi d'Ohm au plus simple,
Je fais R1, donc la résistance qu'on cherche à trouver est égale à U sur I. Donc Ouais. R1 est égal à U qu'on veut, ce serait 3,3 volts Ouais. sur I, donc l'intensité maximum que tu as donné, donc 1 1 milliampère. milliampère. Ouais. Et là, on trouve 3,3 Oui, kOhms. pareil. Ouais, c'est pareil. D'accord. D'accord. Pour C'est essayer tout à de. fait très bon. Et puis effectivement, la même chose pour R1 et pour R2. Enfin oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Donc c'est une. D'accord. D'accord. Donc il Mais y a. là, comme on Non, est il y a- parti avec une résistance qui n'était pas forcément de 3,3, la LED 6.2, bah évidemment l'intensité globale elle est maintenant différente puisqu'on est à 5,32, on est à 0,5 D'accord. mA. D'accord. D'accord, d'accord. C'est tout à fait juste. Hein. Après, on C'est, peut se dire, bon, 2, on n'a pas de 3 kOhm, 3, bah, on mettra une 2 kOhm 2, c'est pas grave, l'Arduino va consommer un peu plus sur cette sortie-là, mais ça va pas le gêner. Si toutes les sorties étaient en surconsommation, ça poserait un problème. Mais dans un système D'accord. en général, on va pas utiliser les 14 broches pour sortir Oui. 14 niveaux logiques. Oui, oui, d'accord. Et Donc, puis on les 14 utiliserait. broches, il y aura un foisonnement, les 14 broches vont pas être à 1 en même temps. D'accord. Donc on n'utiliserait qu'une broche, on pourrait se permettre un 5 milliampères au total. Par Quoi. exemple, bah oui, Ouais, ok. un peu plus. C'est pas... Ok. Voilà. Bon, ok. C'était pour savoir si je pouvais résumer comme ça. D'accord. Voilà. Si on avait une grande distance de fil, par exemple, on a notre Arduino d'un bout et puis l'objet à commander est à 1 mètre, eh ben peut-être que on devra utiliser une résistance un petit peu plus faible pour que le circuit ait une impédance plus basse et qu'il ne soit pas du tout sensible aux parasites. On pourrait dans ces cas-là utiliser 2,2K, oui, bien sûr. Alors si par exemple on fait avec 2,2, ici moi je change, je mets la valeur de 2,2. Voilà, hop. Maintenant on a évidemment 2,4 là. Comment on fait pour calculer la résistance R1 c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. U1 sur U2 multiplié par R2. Donc U1 c'est toujours 1 volt 7, hein. Ça n'a pas changé, puisque c'est la différence entre 5 moins 3,3 et 1 volt 7 multiplié par le rapport entre 1 volt 7 et 3,2. 1,7 divisé par 3,3 égale multiplié par 2,2 égale 1,3. 1.113, pardon. 1.113K, hop, 3,3. Donc c'est juste. Ça fonctionne. Mais alors, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être à 3,3 ? Est-ce que si c'était un petit peu en dessous, par exemple 3 volts, est-ce que ça marcherait quand même ? Est-ce que si on était un petit peu plus haut, est-ce que ce serait dangereux ? Je dirais si on est un petit peu plus haut, c'est pas très dangereux. Le système va accepter quand même une tension légèrement supérieure à sa tension. Latency par exemple, si on lui met 3,4, ça va pas être très gênant. Ça sert à rien de tester, donc il vaut mieux rester en dessous. Si au lieu de lui mettre les 3 volts 3, on met 3 volts sur la carte d'entrée de latency, eh bien elle va fonctionner exactement pareil. Ça lui posera pas de problème. C'est pas une obligation d'arriver au 3 volts 3. Par contre, si on était à 1 volt 7 par exemple, qui est presque la moitié, là ça marcherait pas. Le système d'entrée de latency ne verrait pas un 1 comme signal d'entrée et elle ne changerait pas d'état. Ça vous paraît correct ou pas? Ouais. Ouais, non. Faut poser. On peut. On n'est pas Question. obligé de. Oui. La Formule 1 sur R2, c'est en mode mathématique. C'est pas très physique en fait pour comprendre l'électricité. Tu verrais ça comment toi? La distorsion. Ben, je proposerais plutôt de faire la valeur totale pour connaître le courant qu'il y a et puis de calculer. Alors c'est plus long, mais au moins Non, mais on comprend. Ah oui. La valeur totale, tu peux pas la connaître tant que t'as pas la valeur R1. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est Oui, ça. oui, c'est bien. Oui, Parce que comme on connaît pas les valeurs R1 et R2, enfin R2 on connaît, mais R1 on connaît pas, on peut pas connaître le courant. Donc il faut pas se baser, il faut absolument pas faire intervenir le courant dans l'histoire. Sauf effectivement si on le connaît, mais on le connaît pas là. Ouais, t'as raison. Ne
est obligé de passer par ça. Mais on peut le faire aussi avec les tensions, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire 5 volts moins 3 volts 3, et puis se dire sur ma 3 volts 3, sur ma résistance de R2, j'ai 3,3 ohms, 3,3 volts. Donc je fais 3,3 divisé par R2, j'aurai un courant. Et ce courant-là, eh bien, je m'en sers pour calculer R1. C'est pareil. Je fais 3 volts 3 divisé par R2. Donc 3 volts 3. Ah bah oui, voilà, oui. Donc tu as le courant, oui. Donc tu peux multiplier. 3.3 divisé par R2. R2 c'est 2 kilo. 2.2. Ça me donne un courant de... oui c'est ça, ça me fait 1,5. Et donc 1,5, moi c'est ce courant-là qui va traverser R1. Et comme j'ai besoin de 1,7 sur la valeur de R1, 1,7 divisé par 1,5 égale 113, donc c'est pareil. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait... tout ça c'est juste. À 3,3, tu as une tolérance de 10% en suspension ou pas? Non, pas tout, c'est pas tout à fait. En fait, sur une carte, on va avoir un dispositif comme ça. Je vais le dessiner. Je vais l'avoir. Où est-ce que je l'ai vu? Merde, je l'ai déjà fait. Où est-ce qu'il est passé? Bon, c'est pareil. Il réagit pas, c'est bizarre. Il fait là. Soit porte numéro entrée sortie. Allez. Et ah voilà. Ça y est. Là j'ai une porte éviter. Une entrée. Voilà. Une entrée. Donc voilà. Là j'ai une porte E qui va donc nous permettre de faire un petit test. Allez. Donc là cette porte E là je vais la connecter à la sortie de mon montage. Ça simule une entrée d'une carte INSI ou de quelque chose d'autre, hein, ça n'a pas d'importance. C'est la même chose. Voilà. Hop, je mets ça dans ma sortie, comme ça on aura la valeur de la... Allez. Ah bah dis donc. Voilà. Donc, là on voit qu'à la sortie de ma porte E, j'ai 5 volts, j'ai 3 volts à l'entrée, j'ai 5 volts à la sortie. À partir de quelle tension je n'aurai pas mes 5 volts? Quand on regarde la porte, là, quand on regarde les caractéristiques de la porte, on voit que c'est une haute tension, donc moi je vais lui mettre déjà 3.3, puisque c'est la valeur de ça. T'as 5, c'est normal. Hein. Voilà. Là, on voit que cette porte-là, lorsqu'elle est alimentée avec 3 volts 3 en entrée, sur l'entrée de cette porte, la sortie est à 3 volts 3. D'accord? Quelle tension on va mettre à l'entrée pour que la sortie soit de 0? C'est-à-dire, c'est quelle valeur qui permet de dire la porte est passée à 0 ou la porte est passée à 1, ou mon entrée logique de... Alors, juste, je te coupe, Christian, parce qu'une porte E, son fonctionnement standard, on est bien d'accord que c'est s'il y a du courant à l'entrée, il y en a à la sortie. Voilà, ce serait une porte où là, pour le cas, ce serait pareil, puisqu'il n'y a qu'une seule, entrée. C'était pour simplifier le... Donc là, si maintenant je fais descendre un petit peu la tension, on va voir à partir de quand. Donc là, ce que je fais, c'est que je réduis ma tension qui est là. D'entrée, quoi. Ouais, je réduis la tension d'entrée. Vous voyez, à la moitié de la tension, grosso modo, hop, on vient basculer. Donc, on peut considérer dans tous les cas qu'un système comme ça, jusqu'à sa moitié de la tension, il va encore donner du 1 et en dessous, il va passer à 0. Il ne faudrait pas s'approcher trop de cette valeur-là en mode de fonctionnement normal dans un montage parce que c'est très limite. On voit bien que c'est vraiment je monte un petit peu, je descends. Donc ça veut dire que si ma tension elle est bien de 1,6, tout va bien, mais si elle descend à 1,4, hop, le système va passer à 0. Donc si on a un système pas trop avec une tension d'alimentation un petit peu fluctuante, eh bien on va avoir quelque chose qui va être 0 ou 1, alors que nous on voudrait bien 1 ou 0. Donc on va pas s'approcher de ça, mais on voit bien en tous les cas l'importance que la tension soit un petit peu supérieure pour garantir le fonctionnement correct. Alors là, on a un montage qui est classique,
avec une porte d'entrée qui dit à la moitié de la tension d'alimentation, je change de comportement. Si j'ai un 1 au-dessus de 2.5, je bascule à 1. Si j'ai un 0, c'est-à-dire en dessous de 2.5, je bascule à 0. Mais ce n'est pas le cas pour tous les systèmes. Si je reviens sur ma porte et que je l'appelle entrée de Schmitt, hein, donc je lui dis c'est une entrée de Schmitt, qu'est-ce qui va se passer? On regarde, donc je monte. Je monte, bon là évidemment, ça n'a pas de changement. Je descends. Regardez bien. Je descends, j'arrive à la tension de la moitié, ça n'a toujours pas bougé. Je descends à 0 volts. Là, à 1 volt 13, elle a considéré que c'était le 0. Maintenant je remonte, donc c'est 1 volt 13. Hein. C'est pas du tout la moitié, c'est bien en dessous de la moitié. Je remonte, 1 volt 5, 1 volt 6 c'est la moitié. J'ai toujours pas basculé. Ah, 1 volt 8 j'ai basculé. Ça veut dire que mon trigger de Schmitt, il dit, pour monter au-dessus de 1, pour passer à 1, il faut que je sois au-dessus d'une tension de 1,6 ou 1,7 pour le cas. Et pour être à 0, il faut que je sois en dessous d'une tension de 1,1. Entre les deux, l'état correspond à l'état précédent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un espèce de truc qui dit « Ah, je suis à 1 volt 6, je suis à 1 volt 59, je suis à 0 ». Non, il faut vraiment qu'il y ait un changement important de niveau pour que la sortie bascule. Donc, on est à 0, on a 1 volt 13, on est à 0, on remonte, on remonte, on remonte. Si on redescend en dessous, ça va toujours rester à 0. Regardons. Donc là, je suis à 600 millivolts, je monte, au-dessus de 1,13, je redescends, je monte, je redescends, je monte, il n'y a pas de changement. On voit aucun changement. Je monte jusqu'à 1,6, il n'y a aucun changement. Par contre, je bascule à 1,8, et maintenant, pour obtenir un niveau 0, il faudra que je descende bien en dessous. Ah, je suis descendu, c'est bon. Là, je descends, il faut que je descende à 1 volt 13. Mais tout autour du 1 volt 6 ou du 1 volt 8 de tout à l'heure, on n'a pas de changement. C'est ça l'avantage d'un trigger de Schmitt en entrée, c'est que des tensions qui arrivent sur cette entrée-là, qui avaient provoqué le basculement, ne provoqueront pas un basculement inverse. C'est-à-dire que j'avais 1 volt 6 pour basculer ou 1 volt 8, même si je change les valeurs, ça ne change rien. C'est ça le trigger de Schmitt. Et c'est ce qui est utilisé sur certains systèmes. C'est ce qui avait été... le trigger de Schmitt? C'est ça. C'est-à-dire un dispositif qui dit que sur ma porte d'entrée, mon niveau pour déclencher ma porte E sera pour un niveau logique supérieur, largement supérieur à la moitié de la tension, et pour un niveau logique 0, largement inférieur à la moitié de la tention. C'est pas le même niveau. Ça dépend de ta résistance R2, parce que tout à l'heure on a vu que... Non, c'est la tension, c'est la tension. Hein. Ce qu'on remarque là, c'est notre tension. On s'en fiche la valeur de la résistance R2, bah oui, parce que plus je la baisse, plus la tension de mon montage va baisser à cet endroit-là, plus je la monte, plus la tension va monter, c'est simplement... Voilà. Hein, y a pas de... Si j'avais mis un potentiomètre, ça aurait été pareil. On aurait vu que la tension aux bornes était à 2 volts, à 1 volt 5 ou 1 volt 1 et ça bascule. Contrairement à tout à l'heure où quand on n'avait pas un trigger de Schmitt, eh bien la tension c'était à la moitié. C'est-à-dire que je descends 1 volt 5, je bascule. Voilà. Là c'est... Ça se trouve où les triggers de Schmitt? Est-ce que sur les cartes qu'on utilise, c'est les triggers de Schmitt qui en entrée? Non, il n'y a pas de... Ça se rencontre où, ça? Dans des circuits logiques qui sont en règle générale utilisés lorsqu'on ne veut pas avoir de perturbations sur les entrées. On veut être sûr que l'entrée a bien basculé dans un sens ou dans un autre. On va mettre ça sur, par exemple, sur des boutons. Parce qu'on veut être sûr que le bouton passe bien dans la version 1 en 1 et en 0, ben on va plutôt mettre ça. Ça va garantir une immunité aux parasites plus importante qu'une porte logique normale. Et ça, c'est dans les caractéristiques de ton composant, en fin de compte. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Tu peux très bien avoir une carte, un composant logique processeur avec des entrées trigger de Schmitt sur certaines entrées, pas sur toutes. D'accord, ok. Ah, oui. Et ça va garantir cette immunité. Ah ouais, c'est bon à savoir ça quand même.
Ça peut pas se substituer aux anti-rebonds, ça n'a rien à Non. voir. Non, ça va pas ça va limiter l'anti-rebond du fait de cette hystérésie d'entrée. Oui, on va la limiter, mais l'anti-rebond va exister quand même. C'est-à-dire qu'au tout départ, eh bien, le circuit va bien tomber à 0, il va bien passer à 1 de manière, disons, enfin pas automatique, mais de manière, oui, normale, Tranche. de rebondissement, voilà. Et effectivement, ce rebondissement, il va pas être corrigé par le trigger de Schmitt. Ouais. Et Si ça on peut met- s'acheter. On pourra mettre un condensateur plus petit. D'accord, oui, oui. Ouais, question, je voulais savoir, ça peut s'acheter, ça, si on veut, par exemple, à un moment avoir une valeur de passer de 0 à 1 à un certain seuil? C'est Oui. un composant qui peut s'acheter? Oui, mais du coup, ça va être un composant avec deux niveaux différents, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que pour Oui, d'accord, arriver à ça que- 1, il va falloir mettre un volt. Un certain seuil? Pour arriver à 0, il va falloir mettre un autre seuil plus bas. Oui, oui, ça s'achète, bien sûr. Ah oui, c'est des composants tout à fait normal. Et puis après, on le fabrique quand on ne l'a pas, on le fabrique aussi, mais bien sûr. D'accord. Alors ça se fait sur une entrée analogique d'une carte, on pourrait le faire, puisqu'il suffit de dire si l'entrée est supérieure à 2 volts 5, je considère que c'est un 1, et je ne considérerai que c'est un 0 que si elle redescend en dessous de 1 volt 4 ou 1 volt 2 ou 1 volt 3. Sur les entrées analogiques. Hein. Sur les entrées logiques, on peut rien faire. Donc si je veux par exemple m'amuser avec un potentiomètre à la place d'une des deux résistances, je peux m'amuser à faire la bascule à une valeur, à un seuil donné, quoi. Oui. Bah, ça va être le seuil de ton trigger de Schmitt que tu vas avoir acheté. Ok, d'accord. Alors, marche, ok. Les triggers de Schmitt, c'est surtout valable avec les nouvelles portes, enfin, les portes qui sont arrivées après les premiers circuits intégrés comme ça, de logique, qui étaient des portes MOS, hein, donc du CMOS, très sensible, et la tension sur les CMOS, la tension de basculement, elle est à la moitié de la valeur d'attention de l'alimentation. Si j'alimente en 5 volts, c'est 2 volts 5. Si j'alimente en 12 volts, c'est 6 volts. Si j'alimente en 3 volts, c'est 1 volt 5. 3 volts 3, 1 volt 6. C'est toujours la moitié. Sur les anciennes portes, les premières portes qui existaient, donc TTL, eh bien, on avait déjà ce dispositif de trigger de Schmitt, c'est-à-dire que le 1, c'était pas la moitié, c'était forcément au-dessus de la moitié de la tension d'alimentation, c'est-à-dire 5 volts, et forcément pour le 0, en dessous de la moitié, c'est-à-dire 1 volt 3 ou 1 volt 2, je sais pas. Voilà. Ça vaut pour les dispositifs d'adaptation de niveau.